Le Tchad en deuil. Le président Idriss Déby est mort ce mardi des suites de blessures. Les faits se seraient passés au combat contre des rebelles dans le nord du pays. L'Assemblée nationale ainsi que le gouvernement dissous. Un couvre-feu installé, la fermeture des frontières et surtout un conseil militaire dirigé par son fils Mahatma Idriss Déby Itno. Telles sont les décisions en cours en ce moment même au Tchad. Ça fait l'actualité s'intéresse à la question. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Suivons tout de suite cet élément qui retrace la mort du maréchal du Tchad. Le président du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno, est mort ce mardi 20 avril à 68 ans. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée sur la télévision nationale tchadienne au cours d'une opération militaire. Le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Combattant et homme de terrain, il n'hésitait pas à être au premier rang des combats pour défendre son pays. Depuis des semaines, des combats avaient commencé dans le nord du pays, entre les forces tchadiennes et les rebelles du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Il aurait été blessé lors d'une opération menée contre ces rebelles du FACT. Après sa mort, l'armée a annoncé la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale ainsi que la mise en place d'une transition. Celle-ci sera dirigée pour une durée de 18 mois par un conseil militaire dont le général Mahatma Idriss Déby Itno a pris la tête. À la suite des élections présidentielles du 11 avril dernier, le maréchal Idriss Déby Itno venait d'être réélu pour un 6e mandat avec 79,32% des voix, selon des résultats officiels provisoires publiés hier lundi. Il est arrivé au pouvoir en 1990 à la suite d'un coup d'État. Idriss Déby était au pouvoir depuis 30 ans. Commentaire de Abou Sanogo. Pour en parler, donc, nous recevons M. Alafé Wakili, journaliste. Bonsoir et merci d'être là. Alors, la nouvelle est tombée. Aujourd'hui, aux environs d'1h du matin, Idriss Déby perd la vie. Alors, concrètement, que s'est-il passé ? Oui, j'ai suivi votre élément, j'ai suivi aussi votre intro. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant parce qu'on met au conditionnel, il aurait. Dans mes recherches tout à l'heure, j'ai vu que dans une localité qu'on appelle Mao, il y avait une rencontre avec des éléments du Front de Concorde là, qui prennent la transition et ça aurait dégénéré. Donc, on ne sait pas par rapport à la thèse disant qu'il était sur le front, il était au front et qu'il est mort au front, il y a lieu de plus en plus de s'interroger. Bien entendu, il aimait aller au front, mais est-ce que c'était sur le front en tant que tel ou en marge du front? Les questions restent posées et il y a lieu d'élucider cela. Et c'est une information qui vient à peine de tomber, donc c'est clair que ça va faire monter les supputations. Certainement, oui. Surtout que la suite, on la connaît avec, nous allons en reparler, la mise en place de nouvelles institutions. Exactement. Alors, il réélu il n'y a pas longtemps. Oui, 79,32%. Largement. Annoncé vainqueur quelques heures plus tôt, et quelques heures plus tard, on annonce la mort. Oui, c'est ça, c'est le destin. On peut être maître de beaucoup de choses, mais pas totalement de la vie ni de la mort. Voilà, la Côte d'Ivoire en sort. Et puis bon, on n'a même pas eu le temps de faire un peu de recueillement, une minute de silence pour lui. On dit, vive, le maréchal est mort, vive le maréchal. La vie continue, Dieu seul est le maître de nos destins. C'est ce qu'on peut dire. Hein. Un homme de devoir, à 68 ans, toujours au front. Oui, il a expliqué, je crois, il y a une vidéo qui circule, pourquoi il allait au front, un homme de devoir qui allait sur le terrain pour galvaniser les troupes, et puis c'est un militaire de carrière, c'est un ancien rebelle qui s'est embourgeoisé, ou du moins qui s'est légitimé à sa façon, et il incarnait une figure de stabilité et aussi une autorité, un élément d'assurance et de sérénité dans cette sous-région africaine. Il avait réussi à se notabiliser, mais il n'oublie pas, il n'a pas oublié d'où il venait, son passé de combattant, sa carrière militaire, et donc il avait ce devoir-là qui faisait qu'il allait sur le front. Alors on n'est donc pas surpris parce que être toujours sur le théâtre des opérations, à cet âge-là, la mort peut arriver à tout moment. Mais bien sûr, oui.
en même temps, on voit qu'il y a un autre qui est au Sénégal, plus âgé que lui, qui l'avait chassé du pouvoir, qui lui est en vie. Tout ça nous interpelle pour dire... On parle de l'ancien président Hissène Habré. Voilà, qui a été jugé, il est là-bas. Finalement, en attendant d'en savoir plus, on s'en remet au destin de chacun. Il est évident que... Il y a forcément nous des choses à savoir. On ne savait pas. Nous, les hommes, on ne savait pas. Personne ne pouvait prévoir que sa mort serait annoncée aujourd'hui. Mais il est clair que, qu'on soit croyant ou pas, il y a ce destin. Quelqu'un avait déjà prévu ça. C'est le grand maître de nos vies et de nos destins. Alors, parlons des répercussions sur la zone sahélienne. On sait qu'avec le G5 Sahel, il incarnait une certaine sérénité, stabilité. Il part. Les répercussions ? Oui, il y a des inquiétudes. Les premiers commentaires dans des groupes, dans des échanges ont permis de s'en rendre compte. Il y a de l'inquiétude parce que Idriss Déby et le Tchad étaient engagés dans la lutte contre le terrorisme, étaient engagés contre les djihadistes et contre la déstabilisation. Il était vraiment en ligne de front. Il était offensif sur la question. Est-ce que ceux qui vont prendre le pouvoir vont garder la même posture? Est-ce que le Tchad pourra conserver sa stabilité et sa force pour continuer de jouer ce rôle? Est-ce que les rebelles ne vont pas progresser et s'incruster pour menacer justement de à cette la période-là fois l'État tchadien qui semblait à la fois fragile et fort, mais qui existait et qui résistait? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? On ne peut pas présager de ce qui pourrait se passer. Tout reste possible. Comme aussi rien peut ne pas se faire. Alors, au niveau du G5 Sahel, il demandait même plus de moyens. Bien sûr, il demandait plus de moyens. Il faisait des réunions régulièrement. Et je crois qu'il était le président en exercice. Après le président burkinabé, il était le président en exercice. Et il demandait plus de moyens. Il s'était vraiment beaucoup investi dans cette zone-là pour combattre les djihadistes. Alors, sa disparition, évidemment, laisse un grand vide. Son fils, Mahatma, prend donc les rênes du pays, un conseil militaire installé. Est-ce que le fils a les épaules assez lourdes pour gérer l'héritage de son père, tant au niveau national qu'international? A priori, oui, il a dû être formé, il dirigeait une structure déjà assez importante, il était aussi au front. Mais il faut numéro noter, 2 au Mali de voilà, la troupe de son pays. Justement, mais il faut noter aussi que ce qui s'est passé, faut le dire, c'est un coup d'État qui dit pas son nom ou qui dit son nom, mais c'est un coup d'État. Quand on dissout la Constitution, on suspend la Constitution. Quand on dissout l'Assemblée nationale, quand on dissout les institutions, il n'y a pas un autre mot, c'est une prise de pouvoir non constitutionnelle et dans les conditions anormales. Et l'opposant historique, justement, a fait une sortie, demander que la Constitution soit respectée. Voilà. Est-ce que sa voix pourrait être entendue? On ne sait pas, ça dépend du peuple et puis des pressions internationales. Ça dépend du peuple? Oui, du peuple d'une part, et puis aussi des pressions internationales. Maintenant, les pressions internationales, il y a une contrainte. Arrivons déjà au peuple. Le peuple qui vient de réélire le président, est-ce qu'il peut s'exprimer? Est-ce qu'il peut faire savoir sa volonté en prenant la rue? Maintenant, face à la menace des djihadistes qui arrivent, de la transition des rebelles, donc il faut stabiliser le pays, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on a affaire à un peuple qui a l'habitude de parler? Le peuple tchadien? Pas trop, depuis très longtemps. On peut dire, une élection vient de se dérouler, mais on ne peut pas dire que le Tchad était un modèle de démocratie. Le Tchad était un modèle de stabilité et même pas de développement. Mais c'était la stabilité et il semble que le choix de la stabilité a été fait, préféré à d'autres choses, à des notions comme la démocratie, le respect des droits de l'homme, l'état des droits. Est-ce que les choses vont changer pour qu'il y ait une réclamation d'une démocratie intégrale? Telle est la question. Et ensuite, j'avais dit justement, ça dépendra des regards de la communauté internationale, de l'extérieur et aussi du peuple. La question reste posée aussi bien pour le peuple que pour la communauté internationale. Quels sont les enjeux? Oui, ça, on va en arriver au niveau des perspectives, mais revenons un peu à l'état de fait en ce moment au Tchad. Oui. Comment est-ce que les populations, dans cette atmosphère, on sait, vous l'avez dit, on n'a pas affaire à un peuple qui est très parlant. À ce moment précis, quelle devrait être la bonne attitude? Je saurais le dire, je ne suis pas tchadien, on observe tout, on a des échos, mais on dit nécessité faire loi. La première attitude est de consolider la paix et la stabilité, d'éviter la guerre civile. Et la stabilité serait pour vous le fils? D'éviter les pillages.
le respect de la Constitution peut être aussi gage de stabilité. Hein. Si ce n'était que moi, moi j'opterais pour cette option-là. Parce que face aux rebelles, pour dire non à la rébellion, il faut respecter la Constitution. Pour dire non à la rébellion, il faut faire appliquer la Constitution et toutes les forces vont se mobiliser, y compris les forces armées intérieures, pour dire non à la rébellion et aussi les forces étrangères. Mais si on ne respecte pas la Constitution, si on continue dans le chemin du comité militaire de transition, alors la porte reste ouverte à la déstabilisation. Les rebelles sont ainsi légitimés parce que le comité militaire de transition n'a rien respecté. Il ne peut pas demander à la rébellion de respecter quelque chose. Tout le monde est dans l'illégalité, dans l'illégitimité et dans l'inconstitutionnalité. Il faut avoir le courage de le dire. Les rebelles qui ont donc frappé depuis la Libye, pensez-vous que dans cette situation, ils pourraient dire on va ralentir ou c'est vraiment le moment de frapper fort? Mais ils n'ont aucune raison de ralentir. Vive le maréchal est mort, vive le maréchal. Le roi est mort, vive le roi. Donc on continue les combats. Pourquoi ils vont arrêter? Ils ne peuvent pas arrêter. Quel que soit le reproche qu'on pourrait faire, pour qu'on leur dise d'arrêter, pour qu'on leur dise c'est des rebelles, c'est des djihadistes qu'il faut mettre hors d'état de nuit et réussir une mobilisation totale, il faut que N'Djamena, ceux qui sont là, respectent la Constitution. Voilà. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Non, ce n'est pas le cas. C'est un coup d'État. Il faut avoir le courage de le dire. C'est un coup d'État. La sous-région n'en avait pas besoin. Il y a l'émotion, c'est vrai. Il y a une volonté de confisquer le pouvoir avec le même clan. Mais il y a une constitution qui est là, il faut la respecter. Je ne comprends pas. Pourquoi ils sont frileux? C'est eux qui ont écrit la Constitution. Il y a un président de l'Assemblée nationale ou un vice-président. Il faut trouver des mécanismes. Et voilà. Et lui, il peut donner des pouvoirs exceptionnels à l'armée, l'état d'urgence ou autre. Mais il faut respecter la Constitution. Et in fine, vous pensez qu'on va arriver à cela ou on va installer, on va stabiliser le conseil? Oui, si des voix s'élèvent comme notre modeste voix et de plus en plus les consciences se lèvent et opèrent les choix pour combattre la rébellion, il faut lui opposer le droit et la Constitution, même si la Constitution est imparfaite, même si la loi est mauvaise, pour combattre la rébellion, pour dire non, arrêtez, pour dire que vous êtes des rebelles, des djihadistes, des hors-la-loi, il faut leur imposer une attitude légale, constitutionnelle et exemplaire. Actuellement, le comité militaire de transition n'est pas la bonne réponse. Pensez-vous que ce serait le point de vue? Que serait le point de vue de l'Union africaine dans cette affaire? Mais elle a attendu l'Union africaine. Voilà, elle a attendu l'Union africaine. Parce que le Tchad donnait l'impression d'être un pays stable, comme on l'a dit. Idriss Déby s'était notabilisé. Il a même été président de l'Union africaine. C'est un Tchadien qui est président de la Commission de l'Union africaine. Donc, le pays semblait fréquentable et bien. La réaction donc de l'organisation est très attendue. Cette réaction est attendue. Il faut qu'elle demande un retour à l'ordre constitutionnel normal. C'est la moindre des choses. La France appelle à une transition pacifique et un dialogue inclusif. C'est déjà un pas, mais c'est en même temps une manière de prendre acte. C'est-à-dire transition pacifique, un dialogue inclusif. Ça peut aussi dire respecter la Constitution. Quand c'est le cas, il faut le dire. C'est assez flou. C'est flou, c'est même pas flou. Ça veut dire qu'elle prend acte de ce qui s'est passé. Donc le fils est validé entre plus ou moins. Elle prend acte. Elle appelle à une transition pacifique. Peut-être, elle n'a pas dit civil, elle dit pacifique, un dialogue inclusif. C'est-à-dire que les partis devraient peut-être se rencontrer. Oui, ça se fait. Elle va pousser les rebelles à la discussion, empêcher. Peut-être elle va intervenir, mais ça veut dire que diplomatiquement, elle a pris acte. Elle a pris acte. C'est peut-être votre point de vue aussi. C'est mon point de vue, oui, mais c'est ce que ça signifie, elle a pris acte. Si c'était le contraire, ça se serait fait savoir autrement. Donc la France a pris acte, selon vous, l'Union africaine est attendue, la CEDEAO pourrait donner également son point de vue? Oui, j'ai vu le président du Burkina Faso réagir, où il a rendu hommage à Idriss Déby. Il n'a pas pris position dans le fond. Est-ce que c'est le moment, selon vous, de prendre position? Il faut peut-être une position concertée. Les chefs d'État vont faire une réunion virtuelle ou s'appeler et puis arrêter une position CEDEAO qui sera connue dans les heures qui suivent, pareil au niveau de l'Union africaine. Mais en général, il y a peut-être une plus grande responsabilité que les chefs d'État ont que nous, observateurs ou analystes, n'avons pas. Donc, on peut admettre cela et puis prendre acte aussi à notre niveau des décisions qu'ils pourront prendre. Alors, quels seraient pour vous les premiers chantiers du fils?
Non, dans cette atmosphère? C'est poursuivre ou renouer. Non, d'abord, justement, c'est-à-dire il y a un problème. Les rebelles qui attaquent ne sont pas forcément des djihadistes. Il y a les djihadistes à part, et puis il y a une rébellion qui a frappé à partir de la Libye. Il y a une opposition au pouvoir qui a une aile armée. Exactement. C'est coutumier au Tchad. Et c'était aussi le signe d'une absence de dialogue politique. Donc, On le disait un peu dur avec ses opposants. Voilà. Donc ce dialogue politique qui est réclamé, il faut l'ouvrir, il faut le faire. Au Tchad, il faut faire un dialogue inclusif, il faut le faire, et puis rester en première ligne dans la lutte contre le terrorisme, qui, dans le cas du Tchad, a pu servir de prétexte de justificatif pour fermer le système et refuser cette ouverture démocratique, cette gouvernance démocratique. Aujourd'hui, il y a lieu peut-être de changer un peu, de rester certes ferme dans la lutte contre le terrorisme, mais au niveau interne d'ouvrir le dialogue politique et permettre à ce que les personnes puissent s'exprimer, les opposants, tout le monde. N'oublions pas ce qui s'est passé avec la mort et les tueries d'opposants et des proches aussi au Tchad. C'est ça aussi le Tchad, hein. C'est passé il n'y a pas longtemps, il y a juste 2 mois. Donc n'oublions pas tout cela et c'est à mettre dans la balance et espérer que la sagesse habite les dirigeants de fait qui sont là pour l'instant jusqu'à ce qu'une situation contraire se présente. Pourrait-on, si les choses dégénèrent, avoir affaire à une force d'interposition? La France est souvent présente dans la région et n'est pas africaine. Loin. Bon, il y a le projet de la force de réaction rapide au niveau de l'Union africaine, un moment au niveau de... Bon, là, le Tchad est en Afrique centrale, dans la zone du Sahel, pas CEDEAO. Ce projet qui tourne, mais je ne crois pas que l'Union africaine soit en capacité de gérer ça. La France, l'ONU, ça prend du temps, mais toutes les options restent ouvertes en fonction de l'avancée de la situation, des rebelles, de la situation, du front intérieur, des risques que la situation dégénère en guerre civile avec des pertes nombreuses en vies humaines. Les chefs d'État et les organisations concernées vont aviser. Parlons maintenant des perspectives, parce que on sait bien, comme on l'a dit, il incarnait une certaine stabilité, sérénité pour la zone sahélienne. Il n'est plus. In fine, pour nous, Afrique de l'Ouest, et même la zone, déjà la ceinture autour du Tchad, parlons des attaques terroristes et djihadistes, est-ce qu'on pourrait craindre une escalade de violence, le pire? Oui, puisque depuis la mort de Kadhafi, à partir de la Libye, tout part de la Libye. Et ceux qui ont frappé à partir de la Libye. Donc, ils se ravitaillent en Libye, ils profitent du désordre qui est là-bas, avec tous les trafics qu'on voit, l'esclavage humain, le départ en Europe, tous ces drames. Et il y a aussi ces attaques-là, alimentées, orchestrées à partir de la zone. Donc ça touche tout un ensemble de pays jusqu'au Burkina et nous, on n'est pas épargnés. Ils essaient de s'incruster dans des pays, ils sont dans des zones au Burkina Faso, au Mali. Ils n'ont pas encore réussi à véritablement s'implanter en Côte d'Ivoire. Même le Tchad, il y a des moments, ils sont allés loin au Tchad, ils ont été repoussés. Donc, ils n'épargnent personne. Il y a ce risque-là qu'il y ait une résurgence, mais des moyens ont été mis et je pense que nos États devraient pouvoir y faire face. Idriss Déby, présent ou pas, en principe, parce qu'il faut aussi éviter justement d'être dépendant justement de l'homme providentiel, d'une seule personne. Et il faut espérer qu'au-delà de tout, le régime actuel, les autorités militaires du Tchad sauront préserver les acquis et puis continuer ce combat en sauvegardant la stabilité au Tchad et aussi en aidant la sous-région à éviter une grande déstabilisation. Justement, est-ce qu'on devrait, vous pensez qu'on assisterait dans les jours qui arrivent, parce que la situation est quand même assez critique, au vu des perspectives que vous dépeignez, est-ce qu'on arrivera à des réunions entre les chefs d'État pour décider le plus rapidement? Nous, on est en Côte d'Ivoire, certes, mais on n'est pas épargnés. Oui, pas du tout. Non, il est évident que les chefs d'État se sont déjà Il y aura forcément des répercussions, c'est clair. Oui, les chefs d'État se sont déjà téléphonés, les décideurs se parlent, ils échangent.
et ils n'ont pas communiqué là-dessus. Ils se parlent d'une part, et d'autre part, avec la situation liée à la Covid, certainement une réunion virtuelle en urgence peut être organisée dans les jours à venir. Forcément, les institutions sous-régionales vont réagir, vont donner leur position et vont certainement prendre un certain nombre de mesures, le G5 Sahel, la CEDEAO, les pays de l'Afrique centrale. Renforcement de la sécurité intérieure des États. Voilà, donc il faut bien observer, il faut bien voir comment contenir, comment éviter qu'il y ait une résurgence, comment faire en sorte que le verrou soit sauté et que la situation dégénère. Et aider surtout à stabiliser la Libye? Ça, c'est notre paire de manches. C'est un enjeu. Mais pourtant, c'est un enjeu qu'il faut regarder. Oui. C'est-à-dire que c'est une préoccupation ancienne. Qui pourrait revenir sur la table. Oui, mais sur laquelle l'Union africaine n'a pas encore réussi. Je ne pense pas que la disparition du maréchal Déby va faire avancer les choses. L'Italie, l'Union européenne, les États-Unis, tout le monde bute là-dessus. Et les Libyens eux-mêmes, d'abord, la paix dépend des Libyens eux-mêmes. Mais qu'il y a une certaine volonté à aller à la stabilité de leur État. Qui? Les Libyens. Ils ont une certaine volonté quand même. Bon, on l'espère. Je vous accorde l'espérance. Oui, il faut quand même espérer. Oui, on n'en a pas le sentiment parce que ils auraient pu trouver, des solutions. On voit bien que la communauté internationale essaie de les y aider, mais c'est difficile et c'est une terre qui reste encore instable. Et pour nos malheurs, pour les malheurs, ça crée des difficultés aux populations africaines. Alors, au total, comment est-ce que vous, en tant qu'observateur de la vie politique et journaliste averti, vous observez cette situation? Fallait-il prévoir qu'un jour, un homme de 68 ans, maréchal, de son État, aimant le théâtre des opérations, pourrait partir de cette façon? Et surtout, après, l'après? Oui, vous voyez, on ne doit rien exclure. Nous, on ne le savait pas, on ne pouvait pas le prévoir. Mais quand ça arrive, on en prend acte. On ne doit pas être totalement étonné. Ça fait partie des risques du métier. D'abord, la mort, quand on vit, on peut mourir, on doit mourir. À tout moment. Et nous, en Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'on a subi, on est bien placé pour le savoir. Et nous avons d'abord, même en 1993, perdu le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, on a connu tous ces traumatismes, sans oublier les événements récents dans le pays. Donc, exactement. Ça peut arriver, mais on ne pouvait pas prévoir que ça se passerait comme ça et que c'est aujourd'hui que ce serait annoncé. Maintenant, la suite, les perspectives, on ne peut pas justement prévoir. On ne peut pas dire non, il n'y aura rien. Tout va bien se passer. Le fils... En souhaitant bon vent au fils, Mahatma. Oui, on ne peut que lui souhaiter bon vent, effectivement. D'accord. Et on se le rappelle que le fils a pratiquement il prend le pouvoir dans la même zone d'âge que son père, pratiquement. Oui, dans la même zone d'âge que son père. Et puis, 30 ans après, c'est aussi un échec du défunt. Il n'a pas réussi à stabiliser son pays, il n'a pas réussi à empêcher une rébellion nouvelle. C'est vrai, on dit que c'était la stabilité, mais on voit que depuis plusieurs années, il y a une succession à plusieurs reprises, une situation d'attaque, de conflit. La France vient à son secours, une ou deux fois même au bord de la capitale, à N'Djamena. La rébellion était là, oui. Donc, il y a un problème. 30 ans après, il s'est nabré à Dakar. Il a eu 30 ans pour pacifier son pays, il n'y est pas parvenu. Ça renvoie aussi à une autre réflexion, c'est la démocratie, la bonne gouvernance, le respect de la Constitution, l'état des droits qui peuvent nous mettre à l'abri de ce genre de situation, comme ce qu'on a vécu il y a environ 2 mois, lorsque un opposant et sa famille ont subi les exactions qu'on connaît. C'est la démocratie, c'est l'état des droits. La solution pour nos États africains. C'est la démocratie, c'est l'état de droit. Si ce n'est pas les rébellions, ce n'est pas les putsch, les coups d'État. Non, ce n'est pas les scènes fantasques. Le pillage et les scènes sur le théâtre des opérations, aller jouer les militaires. Non, ce n'est pas ça la solution. Parce que 30 ans après, on peut dire que de la manière dont il a chassé Hissène Habré, qui lui avait chassé Goukouni Ouété de la même manière. On est dans un cycle apparemment. C'est un cycle qui tourne dedans et il a eu 30 ans pour stabiliser le pays, il n'y est pas parvenu. C'est triste.
Merci beaucoup, Alafé Ouakili. Je rappelle que vous étiez notre invité pour parler donc de la mort du président du Tchad. Le maréchal du Tchad est décédé donc ce matin, aux environs d'1 h du matin, des suites de blessures. Vous l'avez dit dans votre intervention, des uns affirmeraient que cela se serait passé lors de combats, d'autres dans une salle. Discussion, donc sûrement il y a eu bagarre, enfin bref, on saura forcément la vérité dans les jours à venir. Merci de nous avoir suivis et les programmes continuent sur RTI 1. Bonsoir.